Radio Boxon. Bonsoir à tous les amis, nous nous retrouvons ce soir après des années d'abstinence et je suis content de retrouver mes amis que j'ai perdu de vue depuis une semaine, tout ça. Et je vais vous déclarer mon affection totale sur une musique douce et équilibrée. Préparez-vous, aimez la musique, aimez-vous. Computer brut dans nos oreilles. Alors nous avons pu faire savourer cette musique. Alors, nous sommes ici dans la maison du curry, la demeure de notre ami camarade Morgan. On est entouré aujourd'hui de plusieurs personnes qui se prénomment Mamadou, Dedou et mon interlocuteur ingénieur du son Toshirobo Battery. C'est moi. Et notre invité aujourd'hui, Joto, un ami musicien de Plan Péage et scénariste chez l'école de Bixon. On a pu discuter pendant cette estrade musique sur une musique qu'on affectionne tous et c'est bien sûr la synthwaveuse. On a tous vécu ce truc-là bizarrement parce que ça remonte à 10 ans déjà, entre guillemets. Vous avez découvert ça comment, cette musique ? Moi, quand j'ai préparé l'émission. Donc... T'as vu Kung Fury, c'est ça ? Vous avez entendu ça 2-3 fois, mais oui, sinon, oui, c'est D'accord. parti surtout Kung Fury. Bon,
Et mon Charlie alors, parce qu'il s'appelle Charlie. T'es là pourquoi enfin quand tu es représentant officiel de la musique Ouais, nostalgique? non mais t'as vu, je suis représentant officiel de Plan Péage, musique vidéoludique depuis maintenant 2000, depuis 4 ans, depuis 2011. Et c'est vrai que moi je vois les titres qu'on a fait dans nos premiers albums, même si on est très jeux vidéo, on a aussi été inspiré par les années 80, et par toute cette mouvance synthwave qui est née au milieu des années 2000. Donc ouais, c'est plutôt mon credo. Ouais, on a tous pu écouter quoi, ces fusions. Ouais, on avait Passe Dingue sur Fusion qui est vachement des références à tout ce qui est synthwave. On a aussi une chanson un titre qui s'appelle Above the Stars sur Fusion Froide qui est très branché synthwave aussi avec une petite fin drum and bass avec des bruits de Ring dans Sonic, autre référence vidéoludique. Et voilà. Bah, je vous propose d'écouter Plan Péage. Oh, oui. Puff Daddy.
C'était Plein Péage, mon bouchon. Et oui, un de nos premiers titres. C'est ultra cool celui-là. Genre, on en a eu l'idée quand on avait enfin, il y avait un truc de Bob Marley qui passait à la télé. On s'est dit putain, mais en fait, le riff de Could You Be Loved, il marche trop bien avec le générique de Dragon Ball Z. On va savoir d'où c'est sorti. Et puis du coup, voilà. Ah oui, quand même. Ouais, grave. Lequel de vous deux était fan de Dragon Ball Z? Moi. Oh. Mais t'as pas écouté ça Tu m'as dit que t'avais écouté ça quand t'étais à la douche, c'est ça genre... Ouais, en fait, j'étais en train de partir à la douche et ça passait à la télé et du coup, je me suis dit ça j'ai fait le rapprochement dans ma douche en fait. Après, je fais les Bretagne, je fais putain, j'ai l'idée. Et voilà. Qu'est-ce qui colle avec la synthwave là-dedans? Qu'est-ce qui colle avec la synthwave? Je pense que c'est déjà l'utilisation des synthés. C'est des synthés très 80. Le rythme aussi, qui est un rythme en 4/4 qui, surtout au début, plutôt 80 battements par minute. Donc c'est plutôt des rythmes de house lente années 80 en fait. Il y a aussi plein de références à la voiture, qui est un symbole très fort dans la synthwave. Tout ce qui est Outrun, ça nous rappelle Drive, ça nous rappelle Kavinsky avec Testarossa. Le culte de la voiture est ultra important pour cette musique. Et voilà, c'est un peu cet esprit 80 qui ressort, quoi. C'est tu vois, les sortes de Ferrari, Lamborghini qui va à 1000 à l'heure sur les routes de Miami, genre. En tout cas, cool, ça fait plaisir de qu'on fasse partager ce truc-là, sympathique, comment, en compagnie cotnique. Donc tu parlais de Drive tout à l'heure et la synthwave, bizarrement, c'est assez récent finalement. Je répète beaucoup trop de fois le mot finalement. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui on a un tel retour sur les années 80? Ça n'a jamais disparu, c'est pire. Ouais, c'est. Moi, c'est pas du tout scientifique, c'est un truc ultra perso, mais il y a ce côté où je trouve que t'as des espèces de résurgences comme ça. Au bout d'un moment, t'as une génération qui va avoir un recul sur elle-même, c'est-à-dire que quand t'as 10 ans, il y a 10 ans qui sont passés, mais t'es encore trop jeune, t'as pas de recul. Quand t'as 20 ans, tu commences, ça y est, à repenser à des choses de quand t'étais enfant et à te réinspirer de ça consciemment, en fait. Et je pense que ce truc 80, c'est peut-être juste des gens qui ont une nostalgie de cette époque-là, qui ont essayé de refaire des trucs comme ça et qui avaient d'autres moyens pour le faire. Et du coup, les moyens techniques ont tellement modifié la musique en elle-même qu'il y a un autre genre qui est né. Et après, c'est peut-être aussi le film Drive qui a lancé un effet de mode. Je sais pas. Des fois, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Ouais, en fin de compte, c'était le côté planant. C'est très français en plus à la base, je crois, la synthwave. Hein. Ouais, c'est nantais. Ouais, voilà. Ouais, à Nantes, il y avait un truc, il y a un bail. Il y a une grosse scène là-bas de 44 mon amour, big up. College, c'est quoi, il y a College, ouais. College, c'est le mec qui s'occupe de faire les prods de Sexy Sushi. Pour ceux qui connaissent Sexy Sushi. Et c'est voilà, c'est ça. C'est la Belle Valérie. Et le label Valérie en l'occurrence, ouais, qui est un endroit de chute de musique synthwave, un label où on peut retrouver sur Bandcamp, tout ça, c'est plutôt. Et donc du coup c'était français et après voilà Drive, les Américains se le sont appropriés quoi. Et surtout Kavinsky aussi, qui a lancé bien sûr, ouais. qui a envoyé un gros flow synthwave partout, genre, et où je crois que même il y a des sources infidèles qui apparemment Daft Punk a pu travailler sur. C'est pas Puff, c'est qu'il y a carrément le nom du mec sur la chanson. C'est que les Daft Punk ont travaillé sur la musique du film Drive. Justement, c'est Drive en l'occurrence où ça a amené un truc de ouf. Après, t'as eu Hotline Miami dans le jeu vidéo. Il y a eu Blue Dragon de Far Cry aussi ouais, complètement. Qui a envoyé un gros punch. Mais t'as Mabel de Gravity Falls aussi. C'est sans fin. Du coup, ouais, c'est en plein. C'est devenu beaucoup plus en plus populaire en soi, genre. Le boom est un peu passé dans le sens où le boom pour moi c'était vraiment Drive, mais aujourd'hui ça. Ouais, ça change, genre ça se transforme. Ouais. Après t'as tout ce qui est la Vaporwave qui pour moi est ultra lié à toute cette mouvance. Enfin, même si c'est pas du tout les mêmes sonorités et que ça a rien à voir, c'est clairement lié. Ça cohabite, ça fusionne les deux, genre. Mais c'est assez monstrueux les deux. C'est ouais. La Vaporwave c'est encore une autre chose, mais c'est vrai que ça tu sens que ça vient de là-bas. S'il n'y avait pas eu le retour de la musique synthétique avec la synthwave, je suis pas sûr que la Vaporwave serait revenue non plus. Alors la Vaporwave, quelle est la différence entre la synthwave et la Vaporwave? C'est pour moi genre la synthwave c'est souvent genre des néons années 80, Lamborghini, grosse fumée épaisse et
des guns de laser et des grands fils de fer, la Tron en fait. Que Vaporwave, c'est plutôt genre une sorte de truc publicitaire, C'est ça, générique exactement. de Franprix, Musique d'ascenseur. musique d'ascenseur, c'est assez particulier. Mais en même temps, dans les deux, t'as cette volonté de nostalgie, tu vois, et cette volonté de se marrer d'un truc vieux, en fait, tu vois. Ouais. Vraiment, c'est le truc qui lie les deux genres. C'est ce côté, putain, genre, c'est kitsch à mort, quoi. Genre, c'est kitsch, mon kiff. Ça se coûtait un peu glauque en fait, ça se coûtait un peu noir. Il y a un côté kitsch wave, moi je le retrouve même dans des trucs comme Salut c'est cool, tu vois. Enfin, c'est vraiment toute cette vibe qui reprend des trucs nuls des années 80-90. Ouais. Genre, même 60-70 en fait avec la Vaporwave. Genre t'as les mecs qui reprennent de l'Exotica, de trucs qui sont les pré-musiques d'ascenseur en fait, l'Exotica. Ouais. Et du coup, ouais, il y a toutes ces musiques d'après-guerre. Qui ont super mal vieilli et qui reviennent pour se moquer justement de cette espèce d'état prolifique capitaliste un peu genre ouais c'était les beaux jours, tout le monde croyait en une espèce d'idéal qui maintenant s'est cassé la gueule et on se marre de ça quoi. Alors on va peut-être écouter un son. Alors on va écouter un son plutôt. C'est un groupe j'ai pu connaître il y a longtemps et c'est ça qui m'a fait découvrir plutôt la synthwave. Et c'est un groupe qui est plutôt connu, je crois que c'est même nantais encore, c'est Future Cop. Je sais pas si Future Cops. Future Cop, genre c'est en plus il y a un film qui s'appelle Future Cop où c'est Street Fighter. En vrai c'est ça, c'est un film coréen qui Allez voir Karim Debache. qui a fait un truc qui s'appelle Future Cop où c'est des policiers du futur qui dans le passé. Donc, On t'écoute plus, Shai, on bordel va- de on va merde. écouter- Mets ton son, On va mettre le son, mais mets ton son, mets Si ton Caroline son, pouvait mets ton actionner, son, plus mets vite. ton son, mets ton son. tout de suite Future Cop laser. Alors Radio Boxon, voilà, nous avons un problème technique, NASA n'a pas fonctionné, allô NASA, ça ne fonctionne toujours pas. On va quand même continuer l'émission. On parlait de Mirror Kisses pendant leur antenne. Mirror Kisses, c'est un groupe genre de slow, c'est ça, d'amour de la vie. Mec, alors Mirror Kisses, maintenant il s'appelle George Clanton, il a pris son propre nom. À l'époque, il avait deux groupes, Mirror Kisses, donc quelque chose qui rendait plutôt hommage à la synthwave, donc aux années 80, et un groupe qui s'appelait Esprit. Esprit avec des caractères japonais derrière que je ne sais pas prononcer, qui était clairement un truc de Vaporwave en fait. Et du coup, il a décidé pour son nouvel album qui s'appelle 100% Electronica de lier les deux et de prendre son vrai nom, de s'appeler George Clanton. Et du coup, ce qu'il a fait est vraiment incroyable en termes de synchronisation, de mélange homogène entre la synthwave, la musique d'inspiration vidéoludique, non pas la cold wave. La synthwave, la musique d'inspiration vidéoludique et la vaporwave. La cold wave, c'est encore autre chose. La cold wave, c'est un truc qui vient du punk et c'est genre les mecs qui jouent au synthé avec un seul doigt, tu vois. Là, c'est très chargé, c'est très fourni. Et en l'occurrence, ce que je disais tout à l'heure, c'est que si jamais on dansait encore les slow en 2015, pour moi, on danserait sur du George Clanton. Never Let Her Again. Ouais, exactement. Never Let Again. George George.
Hey, hey, hey. C'était un slow musical 2015, c'est ça? Exactement. On a tous pu draguer des meufs. Ah non, mais non, c'est vrai, on peut pas. Puisque nous ne sommes qu'entre couilles. Voilà, bonsoir. On va faire un petit jingle pour notre ami Toshiro Babake. Mais où sont les femmes Alors, si mon petit Giotto, dis-moi, est-ce que tu peux faire notre générique? Parce qu'on a pour cette émission, on a notre générique à nous, en fait. Et les invités sont obligés de faire un générique. Un jingle, tu veux dire, genre Radio Boxon, mais dit à ma manière, je sais pas exactement. Alors, non, c'est, genre, Moi, c'est, ce que j'aime- c'est les chroniques alcooliques de Boxon. Ah, d'accord, ok. Ok, ça marche. Et moi, j'aimerais que ça se finisse à la fin sur la musique de Mario, genre. Tin, ta, 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 tin, avec un. Faut que je le fasse moi-même à la voix, le ta-ta-ta-ta. Ouais. Ok. Enfin, un petit débrief avant. Tin. Ok. Alors maintenant, les chroniques alcooliques. Les chroniques. Mais laisse-moi le faire. On le fait ensemble. Ah, on le fait ensemble, Mais d'accord, oui. excusez-moi, désolé, j'ai pas compris ça. Ok, Ok, d'accord, ça marche, on y va. 1, 2, 3. Les chroniques alcooliques de Boxon. Talentin, talentin. Vu que le thème de cette émission est la synthwave et que je m'y connais pas trop en musique, je préfère vous parler d'un film. Alors rassurez-vous, ce n'est pas entièrement hors sujet, on a un fil directeur même si on essaye de le cacher. Bref, ce film s'appelle Kung Fury, c'est un moyen métrage de 31 minutes diffusé pour la presque première fois le 28 mai 2015 sur la chaîne YouTube Lover Unicorns. Je dis pour la presque première fois puisqu'il fut montré en avant-première lors de la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes, mais on y reviendra plus tard. Il a été écrit et réalisé par David Sandberg, un jeune Suédois qui fêtera son 30e anniversaire le 23 décembre prochain, joyeux anniversaire, spécialisé dans l'animation 3D et qui avait seulement réalisé des clips vidéo ou des pubs avant ça. Alors, j'aimerais beaucoup vous parler de tout ce que contient ce film, hein, de son histoire, des personnages et des différentes situations. Il veut vous spoiler. Comme n'importe quelle chronique parlant de cinéma d'ailleurs. Mais le problème est que Kung Fury est une comédie absurde, même d'un tout autre level d'absurdité que l'absurdité. Et j'ai peur de vous cacher justement cette absurdité en faisant mon intéressant, comme maintenant, et en vous spoilant tous les gags. Mais bon, comme il faut bien que je raconte quelque chose sur le speech, je vais me contenter de ce qu'il y a dans la bande-annonce. Alors, Excusez-moi, étudiant en cinéma, on ne dit pas le speech, mais bien le pitch. Voilà, merci, au revoir. Merci Ardisson. alors ne vous inquiétez pas, merci. Hein. Ne vous inquiétez pas si je vous dis que c'est tranquillement dans notre BM. l'histoire d'un flic à Miami qui est ultra balèze en kung-fu, ouais, et qui voyage dans le temps pour tuer Hitler, mais qui se perd et qui se retrouve chez les Vikings avec des dinosaures. Normal. Normal, ce n'est Jusque-là, tout va bien. et rassurez-vous, ce n'est qu'une toute petite partie du délire du film, hein, qui est rempli de plein d'autres trucs du genre, et notamment David Hasselhoff. Oui. Et ça, j'ai le droit de le dire, vu qu'il fait partie il fait partie du clip de la promo pour le film, Ah, c'est incroyable ce clip d'ailleurs. dont on va parler plus tard, pas du clip mais de la promo d'ailleurs. Hein. Et on va parler de David Hasselhoff maintenant. Alors, David Hasselhoff est un acteur américain connu du petit écran et de votre étrange tante, celle qui ne s'est jamais mariée, puisqu'il a joué dans Les Feux de l'amour, Alerte à Malibu et K2000. Et Bob l'éponge, le film. Oui, j'allais y venir. Merci, c'est bien, vous spoilez toute ma chronique, putain. Alors, est-ce que vous saviez qu'il était entré dans le Guinness Book de records comme le mec le plus vu au monde? Hein? Donc, Bon, maintenant, fermez vos gueules et vous pourriez peut-être apprendre un truc. Connard. il est fort. Bon, alors, les plus vieux d'entre vous, pour les plus vieux d'entre vous, il a chanté sur le mur de Berlin en 1989. Hein, t'étais né, Shai, à cette époque. Ma mère, Et pour les plus jeunes, il a fait une apparition dans Bob l'éponge, le film, premier du nom, comme l'a dit mon commentateur. voisin. Emmerdeur. Alors, pourquoi David Hasselhoff? Eh bien, tout d'abord, pourquoi pas homme de peu de foi? Et ensuite, parce qu'il est symptomatique d'une particularité de Kung Fury. David Hasselhoff est une icône des années 80 et l'un des postulats de base du film, si ce n'est le postulat de base, est de rendre hommage ou de parodier les productions des années 80. Pratiquement chaque personnage, chaque retournement de situation et même chaque détail du film font référence à cette décennie. D'où le lien avec la synthwave, d'ailleurs, le thème de l'émission, si vous vous rappelez bien. D'ailleurs, dans la bande originale du film, tout est de la synthwave, notamment composé par un mec qui s'appelle Lost Years, alors je ne sais pas si c'est un groupe, et Mitch Murder. David Sandberg, le réalisateur, n'hésite d'ailleurs pas à dire qu'il écoutait ce dernier quand il a eu l'idée du film. Si on parle maintenant de David Sandberg, si j'ai oublié de le préciser, c'est parce qu'il était acteur principal aussi, pour la petite info, que l'on fait un rapide calcul sur son âge, ne vous inquiétez pas, c'est très simple, on se rend compte qu'il est né en 1985. En décembre 85, hein, 2015-30, c'est facile. Bon, alors cette année-là, la première trilogie de Star Wars était sortie, tout comme Blade Runner ou L'Arme Fatale. On était en plein air du cinéma réganien avec des héros ultra badass à la Stallone ou à la Schwarzy. Et surtout, on était dans ce qu'on appelle l'âge d'or du jeu vidéo et spécialement du jeu d'arcade.
Et tout ça est dans Kung Fury. C'est sans doute Une année sombre. une décennie terrible. Et c'est sans doute la première critique qu'on peut lui faire à Kung Fury. Ce film a été réalisé vraiment par un fan des années 80 qui souhaite lui rendre hommage. Et si vous n'êtes pas un fan de ces années 80 ou de ces visuels très particuliers à base de néons, de voitures de sport et de héros qui laissent la subtilité aux imbéciles, alors il est très probable que vous restiez hermétique à ce film. Et je pense personnellement que c'est bien dommage. C'est une décennie qui a vu naître une toute nouvelle mythologie du cinéma à base d'épicness et de virilité, tout en étant en même temps extrêmement kitsch et cheesy, comme disent les Anglais. Et ce film le démontre très bien. Mais alors, Jamie, comment comment, me direz-vous, ce film à l'esthétique si douteuse a pu se retrouver au si prestigieux Festival de Cannes, à côté d'un film d'auteur turc et d'un film relatant les souvenirs de jeunesse d'un anthropologue de 40 ans. Et je déconne même pas, hein. Ils sont tous les deux sortis en France. C'est vrai qu'il fait tâche, mais pourtant, c'est pas la première fois qu'un film de ce genre passe à Cannes. Déjà en 2008, une aguiche ou un teaser pour les personnes qui viennent d'apprendre un mot du film Iron Sky passait sur les écrans cannois. Ce film relatant les mésaventures d'un astronaute noir capturé par les nazis caché sur la Lune faisait lui aussi la part belle aux références de la SF et à plein d'autres trucs du genre. Mais ce qui attira l'attention sur Kung Fury, et surtout sur son son financement entièrement participatif. Un Kickstarter lancé en 2013 à hauteur de $200 000 pour un court-métrage et $1 million pour un long-métrage permet de récolter $650 000. T'as l'impression que le mec est de plus en plus bourré à mesure qu'il fait sa chronique, tu sais, genre. Alors, ce type de production Dans le micro, il a pris cher. rend le film totalement indépendant. C'est pas nouveau pour Internet, mais alors pour le coup, c'est totalement inédit pour le Festival de Cannes. D'où la promo un peu conventionnelle du film, qui ne visait d'ailleurs pas à rentabiliser le film, mais à le financer. À grands coups de David Hasselhoff, d'ailleurs. Le rôle de la quinzaine des réalisateurs, d'habitude, est de révéler de nouveaux talents. Mais dans ce cas-là, l'intention fut sans doute de mettre au goût du jour les productions d'Internet qui, grâce au financement participatif, peuvent se permettre de concurrencer les productions de petite ou de moyenne envergure. Oui, j'ai fait ES. Alors, j'aimerais finir mon alcoolique chronique de manière tout à fait banale et sans originalité en vous conseillant d'aller voir ce film. Déjà parce qu'il est gratuit et qu'il dure que 30 minutes, mais surtout parce qu'il est bien fait. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser. Si vous n'aimez pas les années 80, vous serez tout de même étonné de voir tout ce qu'on peut faire avec un si petit budget et avec autant de passion. Un peu comme nous sur Radio Boxant. Et je suis sûr que ça vous donnera plein d'idées. Voilà, c'était Toshiro Mambatrice en direct de votre ordinateur XOXO. C'était les chroniques alcooliques de Radio Boxon. Voilà. Bon alors tiens mon cher, dis-moi, vu que tu viens de Besson scénario, Ouais. t'en penses quoi de Fury du con? Kung Fury, bah, d'un point de vue scénaristique, ça se rapproche plus des scénarios de nanar en fait, parce que de toute façon c'est un hommage à ce genre de trucs. C'est des trucs très légers, complètement cons qui se prennent pas du tout au sérieux. Ouais. Après oui, c'est clair que c'est pas des scénarios complexes à la Interstellar ou à la les trucs de Nolan et tout complètement imbitables. À deux détails près peut-être. Non mais après je pense aussi, hein, ils font quelques trucs parce qu'ils ont prévu un 2 d'ailleurs. Non mais ouais. Un spin-off sur le truc, tu vois, ils rajoutent quelques trucs de SF bien compliqués à faire, et là on ne pigère plus rien au film. C'est très simple. Mais voilà. Non, après c'est des films qui sont très fun, c'est-à-dire que c'est une structure classique qui ressemble énormément à celle des années 80. Faut savoir que c'est des années où il y a l'émergence du film publicitaire qui arrive. Ça veut dire qu'on se concentre beaucoup plus sur l'esthétique, sur les lumières, sur le côté mode du film que sur son scénario en fait. Donc le scénario dans ce genre de film, il est pas vraiment c'est pas le truc sur lequel on va plus se fouler en fait. Clairement ce qui est important c'est que ça pète, que ce soit drôle, que ce soit kitsch, c'est la lumière des néons, c'est les dinosaures. C'est Streets of Rage en fait aussi. Exactement. En fait, le but du jeu c'est de faire des références, c'est-à-dire que les années 80 c'est l'arrivée du film postmoderne, et qu'est-ce que c'est que le postmoderne dans les années 80 ? C'est la référence consciente qui est là pour que les gens kiffent. Alors vous me dites, dans les films, dans tout, on a toujours fait des références de tout temps, machin, nan. La différence entre juste faire une référence et la référence postmoderne, c'est que là tu mets vraiment un détail pour que le spectateur le reconnaisse et qu'il retire une satisfaction
Tu vois. Le fait de voir dans Kung Fury, de revoir des jeux vidéo comme Street of Rage, même Street Fighter, de voir le gant Game Boy du mec, du hacker, le mec va se dire putain, c'était les années 80, trop stylé. Il va reconnaître ça, il va prendre un certain plaisir à le reconnaître en fait. Mais rien que rendre hommage à David Hasselhoff, c'est un peu. C'est complètement, ça, genre, mais complètement. C'est une figure de proue de ça, et genre les mecs sont juste, ils exultent quoi quand Hasselhoff. Plus que le film aussi, et les séries des années 80, je pense que c'est le point fort de. Enfin, c'est pas le point fort, mais c'est le point de départ plus que les films. Parce que les séries à l'époque étaient très cheap, que le scénario c'était. Enfin, on considère que les séries ont commencé à se cinématiser, donc on a commencé à faire beaucoup plus attention à partir des années 2000 avec des séries comme Lost et 24 et ce genre de choses. Mais avant, les séries c'était ultra cheap, c'était un scénario léger et répétitif. Niveau image, les réalisateurs ils se foulaient pas, tu vois. Et c'était ultra décrié, c'était du popcorn, c'était pas spécialement, il y a pas de truc d'auteur. C'était voilà. Avant, les acteurs de séries passaient au film, et là c'était une consécration. Maintenant, c'est en train de devenir l'inverse. Les séries sont en train de devenir de plus en plus nobles, de mieux en mieux décrits. Et du coup, limite, la consécration pour un acteur, c'est d'arriver à passer de la série au film. Ah ouais, c'est un peu la nouvelle mode. Exactement, c'est ce on a pu voir avec House of Cards, avec comment Kevin il s'appelle Spacey. Exactement, avec Kevin Spacey. Voilà. Ouais, d'accord. Mais même les réalisateurs de cinéma vont se mettre au. Bien sûr, quand tu vois aux David séries. Cronenberg qui fait. Qui bosse. Non, c'est pas David Cronenberg, David pardon. Fincher David sur, Fincher qui bosse House of d'ailleurs Cards. sur House of Cards. Voilà, tu te dis, House of Cards à la Cronenberg, ça aurait été sympa. Ça. ça aurait été un peu bizarre. Genre, des gens qui dégoulinent dans un avion, un truc un peu Ou chelou. des têtes qui genre. explosent au Sénat. Ouais, c'est ça aurait été un peu chelou. Mais c'est pas le seul, hein. Il y a des tas de réals Il y qui. a Scorsese qui avait fait un truc sur. C'était une série sur. C'est pas Bordeaux Empire, non, un truc comme ça. Brokelock Empire avec justement comment il s'appelle Celui qui joue dans les Frères Coen tout Ouais. je vois. voilà. Ah, Steve Buscemi. Ah, Steve Buscemi, merci. Motus. Tu voulais nous dire quelque chose, t'as dit depuis tout à l'heure, je sens que ça te démange. Non, après c'est pas forcément nouveau que de grands réalisateurs font des séries. Bon, le premier à les faire est justement une série des années 90 ou 80. Oui, mais alors, je vois où tu veux en venir, mais c'est un mec qui a ouvert la voie, mais c'était pas encore devenu une mode comme aujourd'hui. Mais Non, oui, c'est c'est vrai. un très bon exemple. Monsieur, on parle de David Lynch. David Lynch Ah, pour oui, la d'accord. série Twin Twin Peaks. Ah oui, Twin Peaks. Série d'anthologie qui a Mais justement ouvert la voie à des trucs comme Lost. Enfin, tu vois, genre, c'était. Tu vois, pour moi, il y a les trois prépondérants au niveau des séries qui deviennent des trucs cinématographiques. T'as Le Prisonnier. Bonjour chez vous, voilà, incroyable. Après, t'as David Lynch avec Twin Peaks, où là, moi, le nombre de gens qui aujourd'hui ont 40-50 piges qui me racontaient que le jeudi soir, c'était sur Arte, sur la 5, à regarder Twin Peaks et qu'il fallait pas les faire chier, genre, je veux dire, il fallait pas faire une soirée à ce moment-là, quoi. parce que c'était religieux, vraiment. C'est le côté fan service, en fait, comme les gens qui se déguisent et qui vont voir Rocky Horror Picture Show aujourd'hui. Yes, ouais. Et après, t'as Lost, qui a vraiment qui a fermé le truc, et qui après Lost, c'était parti, quoi. On va peut-être retrouver ça avec Star Wars, je pense. Vraiment, genre. Là, on est à une semaine du pot de départ, du pot d'entrée. Ouais, mais après, c'est pas le même délire. Ouais, Star Wars, c'est ça pas reste le un délire. film, tu vois. Ouais, C'est pas un délire de série. On se lance sur Star Wars là. Si je dois le retrouver aujourd'hui On se lance sur Star Wars. non, on va pas se lancer sur Star Wars. Non, si moi je dois le retrouver sur une série, le côté fan service aujourd'hui, ce sera plus un truc genre Gravity Falls, tu vois. Oui, Gravity Falls, le côté où t'as des trucs à résoudre. Il y a vraiment une communauté Je voulais qu'on autour se de lance sur ça, Star Wars. et Gravity Falls est pour moi un peu le point d'arrivée de toute cette mouvance là, où autant dans Le Prisonnier, dans Twin Peaks et dans Lost, t'as des trucs qui sont des très bonnes pistes, des super idées, des trucs qui ont changé les choses, mais il y a toujours un goût d'inachevé, tu vois. Il y a toujours un truc qui est pas parfait, tu vois. Et pour moi, dans Gravity Falls, t'as un moment où ils ont réussi à prendre le meilleur de ça, à essayer d'avoir un truc avec le moins de défauts possible. Et c'est d'ailleurs une très bonne idée de l'arrêter à la saison 2, parce que Alex Hirsch, il sait qu'il a plus rien à dire, et il préfère s'arrêter là plutôt que d'essayer d'étirer une série alors qu'il a plus d'idées, tu vois. Ça, c'est le meilleur des trucs à faire. Ouais, il va pas pousser. Il va pas. Ça va pas se finir en queue de poisson, tu vois. C'est qu'il y a un début et une fin, et c'est très bien comme ça. Ouais, Voilà. ouais, Et du coup, juste pour en revenir au postmodernisme, vu qu'on parlait de ça avant, donc ce délire de faire des références et de tirer plaisir des petites références et des clins d'œil qui sont faits, le postmodernisme, on le retrouve justement dans Lost, beaucoup. Il y a plein de références à Star Wars, plein de références à des écrivains, des films d'avant. Enfin, Lost fonctionne beaucoup là-dessus, sur la pop culture, notamment au début. Dans Gravity Falls, on le retrouve aussi beaucoup, hein. À travers tout Mabel est fan des années 80. Ouais. Enfin, elle est genre la musique des années 80, ces espèces de pulls fluo complètement les boys complètement band fous, aussi, les boys band, genre partout, bien sûr.
Genre C'est- les espèces de blondinés qui ont fait. Les blondinés gominés des complètement gominés, débiles. débiles, mais qui sont en fin de compte sympas. Mais dans très le sympa, truc, ouais, très genre, sympa. Toujours genre, hey, salut, c'est vraiment sympa. Wouhou, toujours dans la bonne humeur. En plus, dans Armageddon, machin, numéro 2, après, Ouais. c'est un peu pointu, mais genre, c'est un peu pointu sur. Ça vient juste d'être fini. Où les. En fin de compte, c'est. Non, c'est un peu pointu, moi je l'ai pas vu. Ouais, alors du coup, en fin de compte, on se rend compte vraiment, on s'en fiche en fait. On va mettre un son. On va retourner sur le truc de la 5 peut-être. Mm. On Ah est- bah c'était ça le sujet. Oui, Moi ouais, je croyais ouais. qu'on était venu pour parler de Star Wars. Moi. Il y a le. Pour moi, j'ai écouté. J'ai regardé. Enfin, je sais pas si vous avez vu regardé K2000. Je pense que c'était une bonne idée de faire revenir Harrison Ford, mais fallait déterrer Alec Guinness. Alec Guinness, il aurait vraiment apporté un. Dans Star Wars là. Oui, dans Star Wars. Oui. Et d'ailleurs, on me dit qu'avec mon nouveau manteau, je ressemble à Obi-Wan Kenobi. Bah Alec Guinness. Ok, bah voilà. Big up. C'est. Ouais, Ah oui, c'est genre mon les le directeur de Jedi. mon école, il est passé tout à l'heure, il m'a fait ah, vous êtes Obi-Wan Kenobi aujourd'hui. Je fais hey, salut. Il s'adapte à son. Alors à c'était autant. un doigt que Giotto a fait parce qu'on est à la radio. Oui, la radio. On va. Là, il est en train de mettre sa main dans son slip. C'est un peu dérangeant, il se gratte C'est beaucoup. une poche, connard. Ce n'est pas un slip. Voilà, parce que j'ai froid. Parce qu'il fait 1 degré aujourd'hui. C'est le retour de l'hiver. Et du coup, voilà. D'ailleurs, en parlant de choses que vous ne voyez pas, Shai porte un très beau, juste au corps moulant, en cuir Un très latex. bel hein. ensemble blanc, très printemps-été 2015. J'aime beaucoup ces jarretières. Je me prépare. Je me demande où est-ce que tu as acheté tes chaussures. Elles sont pas mal. On me les a offertes par ton cousin, mon bouchon. C'est très sympa. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, Shai, je te conseille de mettre tes clés plutôt à gauche de ton corps plutôt qu'à droite. Ah, alors, pourquoi C'est Pourquoi le cancer des testicules. Eh bien non. Parce que chez les PD, le fait de mettre ses clés à droite, ça veut dire que t'es passif. Voilà, je te dis ça comme ça. C'est comme les Au, boucles d'oreilles, au en fait. cas où tu. Ouais, exactement. Mais les clés en fait partie. Et c'est une ouverture, c'est ça genre Exactement. Oh. Donc, fais gaffe. Faut Non mais, faire par attention. contre, le truc des clés, c'est un truc qui date des années 70, donc de plus en plus pointu, je ne sais pas. Ah ouais, d'accord. Ah oui, je me méfierais plus toi. Tumblr est plein de connaissances. Ah, nous avons un invité surprise. Monsieur Cyprien La grande est Claude. enfin arrivé. Pour de retour de son dîner de familial nostalgique. C'est un vrai plaisir de le retrouver parmi nous. Bonjour, Cyprien. Oh là les amis, comment ça va? Merci à tous d'avoir écouté Radio Boxon. Voilà, c'est une émission d'il y a 2 ans avec beaucoup de problèmes techniques. D'ailleurs, là, il y a un blanc pendant la musique. On vous embrasse très fort, on pense à vous, et n'hésitez pas à regarder Radio Boxon.